Bonjour à toutes et à tous. C'est la première rencontre de Demain les banlieues. C'est un groupe de travail de la Fondation Jean Jaurès que nous avons souhaité créer, car nous considérons que le sujet des banlieues n'est pas suffisamment travaillé, alors que n'est pas suffisamment mis en avant, alors qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes, chercheurs, intellectuels, sociologues, historiens, travaillent sur le sujet des banlieues. Donc aujourd'hui, nous débutons ces rencontres. Elles seront bimensuelles, sous forme de vidéos, pour que vous puissiez, dans tous les lieux où vous pouvez vous trouver, et bien suivre les travaux de la Fondation Jean Jaurès. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP. Pourquoi Jérôme Fourquet? Parce que en novembre, il a sorti, en partenariat entre les éditions de l'Aube et la Fondation Jean Jaurès, Karim vote à gauche et son voisin vote FN, qui est un livre d'analyse électorale sur le vote des musulmans, mais il va s'en expliquer à l'instant. Et donc il nous est paru important que ce sujet qui n'a jamais été vraiment traité, eh bien il l'est aujourd'hui à travers ce livre, que vous en ayez la synthèse aujourd'hui. Bonjour, Jérôme Fourquet. Donc comment est née l'idée de ce livre? Alors écoutez, c'est de par notre fenêtre, depuis notre fenêtre de l'IFOP, on voyait que cette question de la structuration du vote selon une logique religieuse ou une logique ethno-culturelle, on va y revenir, était aujourd'hui quand même un élément important pour comprendre les comportements électoraux. Donc ça, c'est le premier élément qui nous a fait penser à l'idée qu'il fallait aller creuser davantage sur ce terrain-là. L'autre élément, il revient au fait que dans le débat public, et notamment dans le débat politique, on se souvient de la dernière campagne présidentielle, cette question, de manière directe ou indirecte, affleure en permanence dans le débat politique depuis plusieurs années, et hélas, les derniers événements ne nous ont pas détrompés. Donc c'est pour ça qu'on voulait avoir une réflexion sérieuse, objective, avec des données solides et consistantes, pour pouvoir établir un diagnostic et pour pouvoir essayer d'apporter des éléments au débat. Très bien. Alors comment avez-vous travaillé? Parce que aujourd'hui, dans ce pays, les statistiques ethniques ne sont pas autorisées. Donc comment avez-vous travaillé pour pouvoir identifier s'il y avait un vote musulman, entre guillemets, parce que dans votre livre, vous employez les guillemets. Voilà. Alors, tout d'abord, on est, nous, IFOP, une entreprise privée. Hein, donc, on n'est pas un institut de recherche publique et on n'était pas non plus sur un but à vocation commerciale. On était sur un but de recherche. On a travaillé de trois manières. Tout d'abord, une manière assez classique. IFOP, c'est un institut de sondage. Donc, on a travaillé sur des échantillons très importants, très volumineux, au moment de la présidentielle. Et on analyse habituellement les votes selon l'âge, la profession, le niveau de diplôme. Et donc on avait rajouté dans toute une série de nos enquêtes, pour avoir ensuite des échantillons consistants, la variable religieuse. Est-ce qu'on est catholique, protestant, musulman, juif, d'une autre religion ou sans religion? On a publié déjà par le passé pour la Fondation Jean Jaurès des choses sur le vote des catholiques, qu'ils soient pratiquants ou non pratiquants. Et donc là, on a une clé d'analyse sur ceux de nos concitoyens qui se considèrent comme musulmans, qu'ils soient pratiquants ou non. Donc ça, c'est une première brique dans l'analyse. La deuxième brique visait à mesurer le comportement électoral et le poids d'une partie de la population sur les votes dans certains quartiers. Là, on a travaillé comment? On a travaillé à partir, non pas de données de sondage, mais des listes électorales. On a pris comme spectre d'analyse 7 villes françaises, hein, des villes comme Roubaix, Marseille, Perpignan, Toulouse, Aulnay en banlieue parisienne, Creil dans l'Oise, pour essayer de comprendre quel était l'impact de la présence de populations qu'on va qualifier d'arabo-musulmanes sur le vote. Alors comment on mesure la présence d'une population arabo-musulmane? On s'est appuyé sur des travaux d'autres chercheurs, mais que là on a systématisé à grande échelle, c'est-à-dire qu'on a été regarder sur les listes électorales les prénoms des personnes. L'idée n'était pas bien évidemment de faire un fichage ethnique, on n'est pas sur de la donnée individuelle, mais d'avoir quartier par quartier, et donc de manière plus précise, bureau de vote par bureau de vote, la proportion de prénoms arabo-musulmans dans ces bureaux de vote, et de voir ensuite
comment l'abstention, le vote à gauche, le vote à droite, évoluait en fonction de cette variable. Et ce qui nous est apparu relativement rapidement, c'était aussi un contrat moral qu'on avait passé avec la Fondation Jean Jaurès, c'est qu'ils nous avaient dit d'accord pour aller regarder ça, mais on poursuit le travail si et seulement si on a des données ou des résultats qui sont suffisamment probants, suffisamment significatifs pour continuer dans cette direction. Les premiers travaux qu'on a menés ont montré très rapidement que cette variable-là, du pourcentage de prénoms arabo-musulmans sur un bureau de vote, avait des effets majeurs sur le vote et sur l'abstention. Alors après, on va nous dire, on est en partie sur des statistiques ethniques, donc là, je vais y revenir. Le troisième élément qui nous a été utile dans notre boîte à outils, c'est, à côté de ces deux dispositifs quantitatifs, de faire des entretiens individuels, plus qualitatifs, de plus d'une heure, auprès de personnes issues de la population arabo-musulmane, qu'elles soient musulmanes elles-mêmes ou non, pour comprendre leur vécu, leur ressenti, et aussi revenir sur leur parcours électoral sous ces dernières années, et voir, on y reviendra sans doute après, quelles ont été leurs motivations pour voter dans un sens ou dans un autre, ou pour s'abstenir. Et donc je referme la parenthèse méthodo et je reviens sur le débat sur le bienfait ou l'utilité de ce type de démarche. Je pense que si on veut lutter contre les discriminations, il faut un moment qu'on puisse nommer les choses, ça a été beaucoup dit après janvier, mais aussi il faut qu'on puisse les mesurer, les objectiver. C'est notre travail. Si on veut également lutter contre toute une série de discours qui s'appuient sur des chiffres approximatifs via une instrumentalisation, là aussi, il faut pouvoir avoir des données objectives. Je vous donne juste deux exemples. Le maire de Marseille, M. Gaudin, a dit au moment de la campagne des régionales, il n'y a pas de menace frontiste parce qu'une région et une ville comme Marseille qui sont aussi ouvertes à la diversité, il y a 100 000 musulmans à Marseille, a-t-il dit, ne peut pas voter pour le Front National. Donc on a un chiffre comme ça qui tombe du ciel, si vous me passez l'expression, 100 000 musulmans à Marseille. Ça peut être repris dans un sens ou dans un autre. De la même façon, on va avoir des représentants du culte musulman ou d'associations dites musulmanes qui, elles, vont gonfler les muscles en disant, nous, sur notre ville, sur notre région, sur notre quartier, on pèse tant de personnes. Et donc, il faut qu'on ait des mètres carrés supplémentaires à la mosquée, il faut qu'on ait des subventions. Sur quoi s'appuie-t-on ? Et enfin, troisième élément, mais on avait commencé à en parler, qui a motivé notre travail, il s'est avéré à l'analyse des résultats que pour la compréhension des comportements électoraux, sans cette variable-là, dans des villes entières, je pense à Marseille notamment, mais on pourrait parler de Creil ou d'Aulnay, si vous n'avez pas cette variable-là d'analyse, ce filtre supplémentaire, cet éclairage, vous passez à côté de toute une partie de la réalité. Si on est uniquement sur les niveaux de revenus, la part de propriétaires ou de locataires, le taux de chômage, bien évidemment, ça pèse et ça va jouer. Mais il y a toute une partie de l'analyse ou de la compréhension des mécanismes électoraux qui vous échappe. Et donc c'était aussi, nous le pensons, le travail de la Fondation et de l'IFOP que d'essayer de faire avancer la connaissance en la matière. Très bien. Donc le résultat de ce travail, y a-t-il un vote musulman ou cela n'existe-t-il pas ? Alors, on a constaté, si on se base par exemple sur l'élection présidentielle, que les personnes qui se déclarent de confession musulmane, donc c'est pas, attention, assimilable à l'ensemble de la population issue de l'immigration, notamment maghrébine. On a toute une partie qui a décroché de la religion. On a aussi des personnes qui ne sont pas issues de l'immigration qui se sont converties. Donc on est sur ceux qui se déclarent aujourd'hui musulmans, on donne juste un chiffre. Au deuxième tour, c'est 86% pour François Hollande. 86%. 86%. On n'a aucun groupe social, culturel ou générationnel qui vote aussi massivement dans un sens ou dans un autre. C'est quelque chose d'absolument massif. Les catholiques et les juifs se défendent pas mal aussi, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il y a des votes qui sont très marqués également, plus que selon une logique de diplôme ou de CSP, donc ça continue de jouer un rôle très important. Maintenant, attention, le 86% en faveur de François Hollande, il a été un petit peu surcoté quelque part. C'est-à-dire que si on se place sur une période historique plus longue, pour toute une série de raisons, on a une population musulmane qui est majoritairement à gauche. Mais elle l'a été de manière encore plus caricaturale en 2012, parce qu'à ce tropisme, j'allais dire historique, de gauche, s'est ajouté le rejet de Nicolas Sarkozy, qui a été un facteur surmobilisateur dans cet électorat. Et certains à gauche
ont peut-être fait l'erreur de penser que ce vote massif leur était acquis ad vitam aeternam et que peut-être, on y reviendra tout à l'heure, sur un certain nombre de promesses, ce n'était pas si grave si on ne les tenait pas. Mais si on regarde un petit peu le film, on le rembobine en arrière, on s'aperçoit par exemple qu'en 2007, quelqu'un comme François Bayrou fait un score non négligeable dans la population qui se déclare de confession musulmane. Et donc c'est un peu cocasse, quelqu'un qui, première vue, est l'héritier de la démocratie chrétienne, qui fait des scores dans cette population-là, parce qu'il y a un discours humaniste, parce qu'il y a un discours d'ouverture, parce qu'on a aussi quand même, et donc on sort du 86% là, qui est massif et qui donnera à voir uniquement un bloc, une diversité très forte dans cette population-là, avec une partie non négligeable qui est plutôt sur un discours modéré, qui est notamment en processus d'intégration, avec des commerçants, des artisans, des classes moyennes qui émergent, ce qu'on a appelé la fameuse bourgeoisie. Bourgeoisie, oui. Et donc cela, en termes de valeurs familiales, de respect ou d'attachement viscéral au travail, à la réussite individuelle, au rôle voilà, de transmission des valeurs par la famille, ces groupes-là ne sont pas forcément acquis sur le papier à la gauche. Et donc quelqu'un comme François Bayrou, qui avait dit, encore une fois, voilà, il faut, en tant que catholique et chrétien, respecter l'apport des religions dans notre modèle social, il faut faire la place à l'humain, tout n'est pas marchand, il y a aussi une spiritualité. Bayrou avait touché juste et une partie avait pu voter pour lui. Combien à peu près? On était sur des scores de 15-20%, ce qui était pas rien. Mais cette frange-là, une grande majorité de cette frange a basculé sur un vote alors de gauche ou anti-sarkozyste en 2012, ce qui explique notre score de 86% pour François Hollande au deuxième tour. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en 2014 au municipal, toute une partie de ces électeurs ne se sont pas portés sur les listes socialistes municipales dans de très nombreuses villes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre 2012 et 2014? Comment vous analysez ce décrochage? Alors, effectivement, notre travail il porte sur 7 villes et 2 élections, la présidentielle de 2012 et les municipales de 2014. 2014, comme en 2012, mais de manière encore plus massive, les quartiers, enfin, dans toutes les villes où nous avons travaillé, il y a une corrélation très nette, quasi spectaculaire, entre le taux d'abstention dans un bureau de vote et la proportion de prénoms arabo-musulmans. Donc plus vous avez une proportion de prénoms arabo-musulmans qui est forte dans un quartier, plus il a eu tendance à s'abstenir. À la présidentielle, c'est resté dans des proportions, on peut dire, acceptables. Au municipal, ça a explosé. Donc ce facteur-là, on le retrouve dans toutes les villes sur lesquelles on a travaillé. Et ça s'est traduit très concrètement par quoi? Eh bien par le fait que la gauche qui, dans toute une série de ces quartiers, avait là des réservoirs de voix très importants, a vu ces réserves fondre comme neige au soleil. Je prends juste un exemple, le cas de la ville de Toulouse. Sur les 7 bureaux de la ville, donc qui correspondent au quartier de la Rainerie, du Mirail, Rangueil-en-Palot, où on a la proportion de prénoms arabo-musulmans la plus importante, au deuxième tour de la présidentielle, il y a 3000 voix d'avance pour Hollande par rapport à Sarkozy dans ces 7 bureaux. Au deuxième tour de la municipale à Toulouse, où on est aussi sur un duel gauche-droite, on n'est plus qu'à 500 voix d'avance pour le candidat de gauche par rapport au candidat de droite. Et donc comme le reste de la ville a voté plutôt à droite, le maire Cohen est battu sur Toulouse. Alors c'est pas ça qui explique la bascule de ces villes, mais ça a contribué puissamment. Alors certains ont dit, notamment après... c'est à cause du mariage pour tous. Voilà, le mariage pour tous. Votre analyse là-dessus? Alors que le PS, du fait du mariage pour tous, qui était rejeté par les instances et la base musulmane, le PS aurait perdu cet électorat qui, suite de la démonstration, aurait basculé à droite au nom de valeurs familiales. Sur un cas comme Toulouse, ou des villes comme Aulnay par exemple, où des candidats de droite ont pu jouer là-dessus, on voit qu'effectivement, le score de la droite au deuxième tour, dans ces quartiers-là, est plus élevé qu'à la présidentielle. Il y a peut-être un petit effet mariage pour tous. Moi, je pense que l'effet, il est d'abord que les personnages qui représentaient la droite dans ces villes étaient moins repoussoirs pour cet électorat que n'était Nicolas Sarkozy. Et le fait majeur, c'est d'abord et avant tout que ces électeurs qui avaient accordé leur confiance à la gauche se sont retirés du jeu. Une minorité a voté à droite, mais l'essentiel du mouvement, c'est l'abstention. Et quand, là, c'est l'apport de la démarche qualitative, on a été les interroger, notamment ces décrocheurs, pour leur demander qu'est-ce qui avait motivé
leur abstention, beaucoup nous ont dit, nous on avait adhéré à l'idée le changement c'est maintenant. Mais en termes d'emploi pour nos jeunes, de qualité de vie, de logement, hein, on est dans des quartiers souvent avec un fort habitat social, quartier périphérique ou de banlieue pour souvent, en matière de sécurité, trafic de drogue, desserte en service public, les transports publics, les bus ou autres, tout ça, on n'a pas vu vraiment d'évolution de notre quotidien depuis 2012. Et donc, si vous ne pouvez rien faire pour nous, nous, on ne peut rien faire pour vous, et donc on s'abstient. On voit dans ces entretiens que sur la frange la plus religieuse, effectivement, le mariage pour tous a pu constituer un élément de décrochage vis-à-vis Théorie de la du genre aussi ou... Alors, justement, si on est ensuite sur ces questions sociétales, il y avait 3 sujets. Hein, le mariage pour tous, la théorie du genre avec les ABCD de l'égalité, et puis le droit de vote. Des étrangers. Beaucoup aussi à gauche ont dit on a perdu cet électorat parce qu'on n'a pas tenu notre promesse. On peut comprendre que ce soit un vieux totem de la gauche, notamment la gauche militante, depuis 30 ans, cette question du droit de vote. Sauf qu'en 30 ans, les gens ont vieilli. Et que ils ont acquis la nationalité française. Beaucoup ont acquis la nationalité française ou leurs enfants l'ont eu automatiquement. Donc ce sujet-là, il est aujourd'hui moins central qu'il n'a été par le passé. Et à tout prendre, dans les questions sociétales, d'après les entretiens qu'on a menés, et c'est pas massif, hein, mais sur ce registre-là, c'est plus la question des ABCD de l'égalité qui a pu mobiliser. Sur la trentaine d'entretiens qu'on a menés, donc on n'est pas sur un panel très large, mais c'est quand même une trentaine d'entretiens, Roubaix et Marseille, 2 villes qui avaient été choisies, plusieurs fois est revenue cette question, en disant « j'ai des proches qui m'ont envoyé des textos », on en a parlé, hein, parce que autant culturellement le mariage pour tous n'était pas forcément dans leur horizon, mais c'était quelque chose avec lequel ils pouvaient vivre. Autant là, la question de l'ABCD de l'égalité, telle que ça leur a été présenté, c'était une rupture du contrat entre les familles et l'éducation nationale. Petite parenthèse, milieu qui scolarise encore très massivement leurs enfants dans le public, hein, et donc ils se sentaient quelque part un peu piégés, et sur des sujets éminemment sensibles, hein, l'éveil et l'éducation à la sexualité, à la question de l'homosexualité, qui pour eux ne devaient en aucun cas relever du domaine de compétences des maîtres et des instituteurs, ou des enseignants, mais qui étaient uniquement du registre privé et familial. Donc là-dessus, on a vu qu'il y avait à tout prendre un début de mobilisation qui s'était opéré, encore une fois, par rapport aux questions économiques et sociales ou aux questions de la sécurité, c'est secondaire. Mais dans la hiérarchie, personnellement, je pense que ça a joué un peu plus que le mariage pour tous. Et en tout cas, ça a touché des franges qui étaient moins ancrées dans la religion. Le mariage pour tous, c'est pour les plus religieux. C'est un même contentement passager pour vous? C'est quelque chose de structurel? C'est au vu des résultats récents, des élections récentes, si vous aviez une prévision à faire, comment cet électorat arabo-musulman va-t-il se comporter dans les élections qui viennent? Alors, il y a un élément aussi dont on n'a pas parlé, qui est assez intéressant, c'est le fait que des listes municipales qui ont été montées par des personnes issues de l'immigration arabo-musulmane, qui se revendiquaient pas forcément comme étant porte-drapeau de cette communauté, mais qui ont un nom, qui ont un visage, qui ont un prénom, qui ont des colistiers également, ont fait des scores non négligeables, qu'ils soient de droite ou de gauche. À gauche, on peut citer le cas de quelqu'un à Toulouse, qui était plutôt dans la mouvance gauche de la gauche, motivé, Zebda et autres, qui fait des scores non négligeables, notamment dans ces quartiers. Plus il y a de prénoms arabo-musulmans dans le quartier, plus il fait des voix. On a le symétrique inversé à Aulnay, avec quelqu'un qui, lui, est plutôt tendance droite entrepreneuriale, consultant en entreprise, qui se positionne beaucoup sur la reconversion du nord d'Aulnay après la fermeture de l'usine PSA, qui lui aussi fait des voix. Alors, il ne suffit pas de s'appeler, comme on l'a dit, Karim dans le titre de ce livre, pour faire les voix de cette population. Il faut représenter un parcours d'intégration réussi, il faut qu'on puisse s'assimiler. Je dis ça parce qu'on voit aussi que cet électorat-là, et c'est une réflexion que la gauche doit avoir, s'autonomise, et c'est heureux, de plus en plus, et devient pleinement citoyen. Le niveau d'éducation moyen a considérablement augmenté dans cette population-là par rapport à il y a 20 ou 30 ans. Hein, on a parlé des générations qui se succédaient. Et donc aujourd'hui, la présidentielle puis les municipales l'ont montré, il
il n'y a plus de blanc-seing, il n'y a plus de chèques en blanc qui sont donnés à quiconque. Et donc aujourd'hui, pour cet électorat comme pour les autres électeurs, il faut faire des preuves. La candidate en 2007 parlait de la politique par la preuve. Je pense qu'on en est là aujourd'hui. Et donc le décrochage qui s'est opéré, on est en cours d'analyse là sur les régionales. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu un rétablissement spectaculaire de la gauche et du lien à la gauche dans ces quartiers. Donc ce sera quelque chose de longue haleine. En revanche, il y a un élément ultime de mobilisation et de politisation qui peut jouer sans doute, c'est la peur du Front National dans cet électorat, qui demeure un levier important et qui fait que dans toute une série de territoires, on l'avait vu notamment au départemental, on verra là à l'analyse si ça a été le cas, mais c'est ce que je pense au régional, quand il y avait une menace de vote, de victoire du Front National, dans les quartiers dont nous avons parlé, on a subitement au deuxième tour, pas au premier, au deuxième tour, une progression assez importante de la participation et des voix qui se portent massivement contre le candidat, pour le candidat qui est opposé au Front National. Mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la gauche, parce que le candidat qui s'oppose au Front National dans des deuxièmes tours, les régionales l'ont montré, ce n'est pas forcément un candidat de gauche. Très bien. Bah, écoutez, merci Jérôme Fourquet pour Merci ces éclairages. Et puis je crois que vous continuez vos travaux. Le prochain livre qui vient de sortir concerne la communauté juive. Donc on aura, je pense, l'occasion d'y revenir. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Merci à vous. À très bientôt pour la deuxième édition de Demain les banlieues. Merci.